Le président de la République, Félix Tshisekedi, sera attendu à l'investiture de son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, réélu à la tête de la République sud-africaine. C'est l'envoyé spécial du président sud-africain qui a porté cette invitation. Et puis le FMI projette une croissance de 3,8% en 2024 en Afrique subsaharienne. Selon le FMI, la région est confrontée à des défis majeurs, occasionnant ainsi l'instabilité économique. Voilà, c'était là les sommaires. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit en titre. Commençons ce journal avec cette brève qui annonce la participation du président Félix Tshisekedi à l'investiture de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, réélu à la tête du pays arc-en-ciel. Hier lundi, le chef de l'État congolais avait reçu Jeff Radebe, envoyé spécial du président sud-africain pour la région des Grands Lacs, qui lui a remis une invitation officielle de la cérémonie de l'investiture. Le président Ramaphosa a par ailleurs demandé à son émissaire de transmettre au président Tshisekedi un message d'amitié et de fraternité envers le peuple frère de la RDC. Et puis l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, Agence conseil du gouvernement central et des exécutifs provinciaux en matière du climat des affaires et des investissements, a adressé ce lundi 18 juin 2024 deux messages de félicitations, l'un destiné au nouveau directeur de cabinet du chef de l'État et l'autre au vice-premier ministre et ministre du Plan. Qui sont-ils? Quel est le contenu de ces deux messages? Des plus amples détails avec Dieudonné Bonelli. Message de félicitations du président du conseil d'administration et du directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI au directeur de cabinet du chef de l'État. Monsieur le directeur de cabinet, au nom du conseil d'administration de la direction générale et l'ensemble du personnel de l'ANAPI, nous vous présentons nos vives et chaleureuses félicitations pour votre nomination au poste de directeur de cabinet du chef de l'État. La confiance témoignée par Messieurs le président de la République à votre égard témoigne de vos compétences et capacités à relever les défis liés à l'exercice de vos nouvelles fonctions. Cette nomination n'est que la consécration de longues années de dévouement et de travail louable au service de la nation. Puisse l'Éternel, notre Dieu, vous accorder la sagesse et l'intelligence nécessaires afin d'assurer avec efficience et efficacité la direction, l'organisation, le fonctionnement judiciaire de l'ensemble du cabinet du chef de l'État, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents pour cette nomination. Tout en vous souhaitant plein succès dans l'exercice de vos nouvelles fonctions, nous vous prions d'agréer, messieurs les directeurs des cabinets, l'expression de nos salutations distinguées. Faites à Kinshasa, le 18 juin 2024, pour l'ANAPI, Bruno Chibangu Kabaji, directeur général adjoint, honorable Jean-Marie Kasereka Katakolio, président du conseil d'administration de l'ANAPI. De la présidence de la République à la primature, il n'y a qu'un pas à faire. Toujours dans le même chapitre, un autre message. Au nom du conseil d'administration, de la direction générale et de toute l'équipe de l'ANAPI, nous tenons à vous adresser nos plus sincères félicitations pour votre nomination en qualité de vice-premier ministre, ministre du Plan et de l'aide au développement. Cette nomination par le président de la République, à qui nous rendons un hommage appuyé et déférent, témoigne de votre engagement indéfectible en faveur du développement économique et social de notre pays. Votre dévouement et votre expertise sont des atouts majeurs qui contribueront de manière significative à la promotion de l'image positive de notre nation. Nous sommes convaincus que sous votre leadership, des avancées notables seront réalisées pour améliorer l'environnement des affaires et attirer davantage les investisseurs en RDC. Nous vous souhaitons plein succès dans vos nouvelles fonctions et réaffirmons notre entière disponibilité à vous accompagner dans la réalisation de vos missions. Félicitations encore une fois et bonne chance pour cette nouvelle étape de votre carrière au sein de notre nation. Veuillez agréer, Excellence, l'expression de nos sentiments patriotiques. Faites à Kinshasa le 18 juin 2024 pour l'ANAPI, Prof Bruno Chibangu Kabaji, directeur général. Honorable Jean-Marie Kasereka Katalioko, président du conseil d'administration de l'ANAPI. Rendons-nous à présent à Irumu, un territoire de la province de l'Ituri où plus de 140 ménages viennent de retourner dans leur milieu d'origine dans le village Mbopo 1. Ce retour des déplacés intervient à 22 ans après, suite aux violences et massacres perpétrés par les ennemis de la paix. Et c'est grâce aux opérations de stabilisation de la situation sécuritaire conduites par le lieutenant général Johnny Loboya, gouverneur militaire de l'Ituri. Suivez ce reportage de la presse militaire de l'Ituri.
décennies, certains villages de la chefferie des Andissoma à Irumu se stabilisent. Il s'agit par exemple du village Mbopoe qui était détruit par les groupes armés locaux les années dernières. Aujourd'hui, le retour des populations dans cette zone rendu possible grâce à la stabilisation de la situation sécuritaire par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Après cette stabilité sécuritaire, l'intervention humanitaire s'avère nécessaire pour améliorer les conditions de vie des populations, affirme Sa Majesté Biabo Anzabo Mathieu, qui salue les efforts consentis par les animateurs de l'état de siège. Ceci s'inscrit dans la ligne droite du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Première chose, nous manquons de sources d'eau potable et il n'y a même pas d'école. Les écoles qui ont été incendiées ne sont jamais construites et il n'y a même pas d'abri pour les populations. Cependant, pour la responsable du bureau JAR, famille à fond de cette chefferie, après la pacification, ces villages nécessitent la construction d'une structure sanitaire. Noëlla Nyangoma indique que manquer un centre de santé au village Mbopo 1 était danger permanent. Ce que nous avons vu est que les mamans vivent dans des conditions déplorables. Elles manquent des hôpitaux, des maternités pour les femmes enceintes. Notons qu'il s'observe depuis un certain temps les retours volontaires des populations dans plusieurs zones dans le territoire d'Irumu, Mahagi, Mambasa et Djougou, un indicateur majeur où la province de l'Ituri a voie de sa pacification. Restons toujours en Ituri sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, commandant à des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri. Le phénomène Ulor va vers sa fin dans la ville de Bunia. Une bande de criminels armés du groupe Ulor, composée des violeurs et voleurs, sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Ils ont été présentés aujourd'hui au gouverneur par le commandant de la police nationale congolaise ad intérim. Je vous propose de suivre le lieutenant-général Johnny Luboya. A présenté beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette insécurité. Surtout, non seulement ces gens-là, ils volent, mais en plus, ils commettent des viols. Et ils commettent des viols dans les maisons des victimes où ils violent maman, jeune fille, même bébé. Ces gens-là que vous voyez là-bas. Ils sont tellement dangereux. Et dernièrement, leur fief de prédilection, c'était le quartier Ngezi. C'est là où ils opéraient. Violer les mamans, violer les enfants. Ils viennent chez vous, ils vous violent, ils violent tout le monde. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent trouver et ils disparaissent. Heureusement que nous avons notre police. Heureusement que notre police était en train de faire un travail de fond. Et vraiment, je vous présente mes très sincères félicitations. À la population, vraiment, n'hésitez pas à collaborer avec votre police. Ne pensez pas que nous dormons. Nous ne dormons pas. 24 heures sur 24, nous suivons tout ce qui est en train de se passer. Nous avons une très bonne police. Et puis des réactions tombent de partout après la correspondance du ministre de la Justice, Constant Moutamba, donnant instruction au procureur général près la Cour de cassation de poursuivre en justice les homosexuels et autres. Interrogé à ces sujets, maître Alphonse Toumba estime que ce ne serait pas possible de poursuivre en justice les homosexuels, étant donné que la loi n'a pas prévu une infraction à ce sujet. Il est joint au téléphone par Patience Lokeke. Les attitudes homosexuelles, à la date de ce jour, le législateur congolais ne prévoit pas ou n'érige pas ces attitudes-là en infraction. C'est ce qui va rendre les poursuites difficiles, car il y a un principe qui veut qu'aucun acte, aucun fait ne peut, au jour de sa commission, si elle n'est pas constituée en infraction, exceptible, des poursuites. C'est-à-dire, ces actes-là
Je parle des actes homosexuels, notamment les lesbianismes, les bisexuels, et ainsi de suite, à ce jour, ne sont pas encore érigés en infraction dans notre pays. J'estime que l'action pouvait attendre afin que les législateurs congolais puissent orienter la chose, c'est-à-dire prendre position, comme tant d'autres pays africains, afin d'ériger ces actes-là, ces attitudes-là en infraction. En cela, les poursuites pouvaient être possibles. À ce jour, il sera difficile car ces actes-là ne sont pas érigés en infraction. De nombreux foyers quinois recourent aux marmites fabriquées localement à base d'aluminium. Ce produit est pourtant devenu rare sur le marché, rendant la tâche difficile aux artisans. Domomat est allé à la rencontre d'un d'entre eux et nous propose ce reportage. Suivez. Dans cet atelier modeste et à peine équipé, au quartier Kingabois, dans la commune de Limité, cet homme s'attelle depuis des années à façonner des marmites à base d'aluminium, produit de base auquel il associe un peu des résidus de braise. Pour lui, ces composantes ne représentent aucun danger pour la santé humaine. Ce sont les Blancs qui ont prétendu que ces produits est cancérigène. Ce n'est pas le cas. Des propos à nuancer, car plusieurs études scientifiques ont démontré que l'aluminium est très nocif pour la santé de l'homme. Ces métals s'infiltrent assez facilement dans le corps via la nourriture, même si son utilisation dans la fabrication de casseroles est encore tolérée et courante dans de nombreux pays du monde. Et pour cet artisan, le seul danger qui existe dans cette affaire, c'est la concurrence chinoise qui s'accapare désormais de l'une de ses matières premières, à savoir l'aluminium. Très bien. Ces marmites appelées Mboudi, langue locale, le Lingala, sont vendues à un prix accessible à la population, ce qui explique leur présence dans de nombreux foyers quinois. C'est une aubaine pour l'artisan et ses élèves qui, malgré les difficultés, rêvent de poursuivre leur métier encore de nombreuses années. Parlons santé dans ce journal, la saison sèche est propice à l'apparition de certaines maladies. Il s'agit essentiellement des maladies qui touchent les voies respiratoires et celles qui affectent la peau. Selon les experts, elles peuvent être évitées en respectant quelques règles d'hygiène. La question de savoir quelles règles d'hygiène apporter pour se protéger contre les agressions extérieures pendant la saison sèche, Rachel Missenga nous donne les détails dans cet élément. Risques sanitaires en saison sèche. Ce sont des maladies généralement liées aux infections de voies respiratoires, notamment les rhinites avec des symptômes de la grippe comme on les appelle généralement. Et si ces pathologies évoluent, elles aboutissent soit à des sinusites, soit à l'infection de voies aériennes supérieures dans le voie pulmonaire. Car ce que ignorent beaucoup de gens est que cette poussière comporte beaucoup de micro-organismes qui causent des sérieux soucis de santé jusqu'au cerveau. Selon les experts, elles peuvent être évitées en respectant quelques règles d'hygiène. La question est donc de savoir comment prévenir ces maladies respiratoires. Le docteur Igmaël répond. Ce qu'il faut, c'est que comme il fait froid, avant de manger la nourriture, il faut bien veiller à ce qu'il soit chauffé ou encore qu'il soit bien cuit plutôt au feu. Et aussi bien couvrir les aliments et bien aussi faire la sélection de l'achat pendant qu'on achète. À quel point on achète, où est-ce qu'on achète pour ne pas amener de la maladie avec son propre argent. Voilà ce que je peux dire. Pendant cette période de saison sèche, il faut aussi boire et boire pour permettre à ce qu'on ait libéré, permettre au corps de faire un bon fonctionnement parce que c'est une période où on est beaucoup plus exposé à des grippes. Pendant cette saison, il faut noter que la peau n'est pas épargnée. À ce sujet, le docteur Lisa Mujinga, dermatologue, donne quelques orientations. En ce qui concerne les orientations dermatologiques pour ce qui concerne la saison sèche, alors, d'une manière générale, il faut retenir que nous devons hydrater la peau. Il faut que la peau soit très bien hydratée. Une barrière cutanée qui est très bien hydratée ne posera pas beaucoup de problèmes. Alors, pour ceux qui utilisent de lotions hydratantes,
pendant la saison de pluie. Alors, ils doivent maintenant utiliser pendant la saison sèche de crème. Et ceux qui utilisent des crèmes pendant la saison de pluie, pendant la saison sèche, ils vont utiliser de baume. Également, chez les enfants, il faut vraiment très bien hydrater. Il faut utiliser plus de lotion avec de la menthe douce à l'intérieur, utiliser plus des savons sur gras pour très bien hydrater la barrière. Parce que nous savons qu'une peau qui est perturbée est exposée à de nombreuses pathologies de la peau. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire. Mais néanmoins, il y a de peaux à problème. Les enfants qui font des eczémas à tout moment, que ce soit les adultes, pour ce genre de personnes, malgré l'utilisation de produits hydratants et qui posent toujours problème, ils doivent consulter de temps en temps les dermatologues parce que c'est le dermatologue qui saura vous orienter quoi utiliser. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Une bonne hygiène de vie est donc nécessaire pendant cette période des saisons sèches. En sport, du 17 au 20 juin, les experts du football congolais se réunissent au centre catholique Nganda, dans la commune de Kitambo à Kinshasa, pour participer à l'atelier de révisitation des règlements généraux sportifs du football congolais. Cette rencontre, présidée par le comité de normalisation de la FECOFA, réunit 24 experts issus de clubs d'entente et des ligues et d'experts indépendants. Blaise Kouzola nous en dit plus. L'atelier de révisitation des règlements généraux sportifs du football congolais se tient du 17 au 20 juin 2024 au centre catholique Nganda dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Il regroupe 24 experts du football venus des clubs, ententes, ligues ainsi que les experts indépendants. Les participants ont pour mission d'analyser tous les 308 articles des règlements généraux sportifs et de les amender conformément au statut de la Fédération congolaise de football association ainsi que d'autres dispositions de la CAF et FIFA avant qu'il ne soit adopté à la prochaine Assemblée générale. C'est le président du comité de normalisation de la FECOFA qui a ouvert ses assises. Les amoureux du football en République démocratique du Congo voient en ces assises la possibilité de réadapter la réglementation du football congolais devenue obsolète à la réalité actuelle. Le document qui va sortir de ces assises, une fois adopté, va régir l'organisation et le fonctionnement des instances ainsi que la pratique du football en RDC. La dernière révisitation des règlements généraux du football congolais avait eu lieu en 2003 et 14 personnes y avaient participé. Mesdames, Messieurs, l'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à la page internationale. À Libreville, au Gabon, il se tiendra le 21 et le 22 juin 2024 une foire aux poissons sous la houlette du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'événement devrait permettre de commercialiser 120 tonnes de poissons frais pêchés au large des côtes gabonaises à des prix abordables au port d'Owendo. L'initiative a pour objectif de rendre les produits de la mer plus accessibles aux population à faible revenu. C'est un reportage d'Africa 24. Dans le cadre du renforcement de sa politique de lutte contre la vie chère, le gouvernement gabonais organise du 21 au 22 juin 2024 une foire aux poissons afin de commercialiser à bas prix 120 tonnes de poissons issus d'une campagne de pêche exploratoire menée récemment dans les eaux gabonaises. L'événement devrait également permettre aux autorités gabonaises d'évaluer le potentiel halieutique du pays. Le premier, c'est celui d'évaluer le potentiel halieutique du pays. Dans ce cadre-là, nous allons lancer une campagne de pêche exploratoire pour évaluer notre potentiel halieutique. Deuxièmement, nous allons donc lancer une opération dans les jours à venir, là, une foire halieutique à Libreville, où nous allons mettre du poisson à disposition des consommateurs gabonais et plus particulièrement ceux de Libreville. L'objectif principal de cette foire est de rendre le poisson frais accessible à tous les Gabonais à des prix exceptionnels, tout en soutenant les pêcheurs locaux et en promouvant une alimentation saine. Les partenaires promettent un approvisionnement régulier et ponctuel en produits maritimes de qualité. À l'issue de cette pêche exploratoire, je peux dire que oui, les eaux gabonaises sont abondantes en poissons. Notre engagement est de contribuer activement au bien-être de la population en assurant un approvisionnement régulier et ponctuel en produits de mer de qualité et à des prix défiant toute concurrence.
À noter que le secteur de la pêche au Gabon représente environ 1,5% du produit intérieur brut. Malgré d'importantes ressources halieutiques, la pêche reste une activité dont l'impact économique est relativement faible. Et puis, bien que les défis économiques restent nombreux en Afrique subsaharienne, le FMI projette la croissance de la région à 3,8% en 2024 et près de 2/3 des pays s'attendent à une croissance plus élevée. En croire le FMI, les économies de l'Afrique subsaharienne font face à des défis majeurs causés par des chocs à la fois externes et internes, exacerbant l'instabilité économique de la région. Toujours avec Africa 24. Les perspectives économiques s'améliorent progressivement et l'activité économique reprend modestement en Afrique subsaharienne, fait noter le Fonds monétaire international FMI. La croissance de la région va passer de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024 et devrait atteindre 4% en 2025. Cependant, les défis persistent, notamment les chocs externes mondiaux, les risques d'aggravation de l'instabilité politique, la multiplication des catastrophes climatique, la pénurie de financement et les coûts d'emprunts élevés. Les économies de l'Afrique subsaharienne se sont de façon assez subtile diversifiées en renforçant le niveau de productivité. Le résultat immédiat de ceci est que ça réduit la dépendance au pétrole. Ça réduit la dépendance au secteur minier, pas de façon brutale, mais de façon significative pour influencer positivement la croissance. Selon l'institution de Bretton Woods, les pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne vont éprouver des besoins de financement brut extérieur dépassant annuellement 70 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années. Quant au paiement d'intérêts, ils ont représenté 12% des recettes publiques hors dons pour certains pays en 2023. La question de la résilience des pays de l'Afrique subsaharienne face au financement du service de la dette a été moyennement gérée du fait que les pays ont été capables de mobiliser des emprunts obligataires. Donc le besoin en financement peut facilement être résorbé par la capacité des pays à mobiliser les emprunts obligataires. Avec un redressement des comptes publics sans entraver le développement, une politique monétaire axée sur la stabilité des prix et la mise en œuvre de réformes structurelles pour diversifier l'économie et les sources de financement, les pays d'Afrique subsaharienne devraient parvenir à relever les défis liés à la croissance, fait noter le FMI. Madame, Messieurs, à présent, nous allons passer en revue les différents journaux qui ont paru aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Au sommaire de journaux parus dans la ville de Kinshasa, c'est mardi 18 juin 2024. On commence avec La Prospérité qui titre « Affaire minérée des sangs, la RDC déterminée à aller jusqu'au bout ». Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a reçu en audience la semaine dernière dans son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine les avocats William Bourdon et Peter Salas, mandatés par le gouvernement congolais depuis le mois d'avril dernier pour mener les front judiciaire à l'échelle internationale contre Apple, fabricant de la marque de téléphone iPhone. La République démocratique du Congo accuse cette société américaine de tirer profit de la situation d'insécurité qui secoue sa partie orientale pour exploiter en permanence, en collaboration avec des multinationales, ces minéraux stratégiques de manière illicite. Loin de cette audience-là, William Bourdon et Peter Salas ont fait le point à Félix Tshisekedi sur l'évolution de la mise en demeure initiée par la partie congolaise en France et aux États-Unis, tout en réitérant leur détermination à aller jusqu'au bout de la démarche afin de stopper toute velléité expansionniste de ceux qui, aujourd'hui comme hier, ont bâti leur notoriété sur le sol malheureux de populations vivant dans l'Est de l'ère des Congo, a écrit le journal. Forum des As, quant à lui, a titré « Justice, Constant Mutamba s'attaque au dossier corruption ». Le nouveau ministre de la Justice a confirmé sa position pour la lutte contre la corruption dans les secteurs publics. Constant Mutamba fait une entrée forte dans le concret en instruisant lundi 17 juin l'inspecteur général des finances Jules Alingueté de lui transmettre tout le dossier de 3 dernières années qui révèle des cas de corruption et de criminalité financière afin que le ministère de la Justice puisse les traiter, écrit le journal. Nous avons été honorés
par une audience avec l'autorité qui est résolument engagée à intensifier la lutte contre la corruption, une initiative du président de la République. Le ministre d'État, le ministre de la Justice, souhaite faire de cette lutte un levier essentiel pour le progrès national, a déclaré Jules Alingueté, inspecteur général des finances, cité par l'agence congolaise de presse ACP. Info 27, quant à lui, titre « Émolument de députés, l'ODEP et les CNPAV contredisent Caméré ». À combien s'élève la rémunération mensuelle du député national? À 5 000 $, avantages et primes y compris selon le président de l'Assemblée nationale. Faux, rétorque les structures de la société civile qui portent cette rémunération mensuelle à 9 000 et 9 361 $ en dehors de frais spéciaux d'intervention et de recherche. Qui dit vrai entre Vital Kamerhe et la société civile? À ce stade, la population assiste hébétée en attendant que les concernés ne délient leur langue. Entre-temps, la polémique enfle. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Place au rappel des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, sera attendu à l'investiture de son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, réélu à la tête de la République sud-africaine. C'est l'envoyé spécial du président sud-africain qui a apporté cette invitation. Et puis, le FMI projette une croissance de 3,8% en 2024 en Afrique subsaharienne. Selon le FMI, la région est confrontée à des défis majeurs occasionnant ainsi l'instabilité économique. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et bon suite de programme chez vous. Au revoir.